La suite du FAQ sur la fiscalité. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vous avez réussi à patienter sans trop avoir d'angoisse et d'anxiété, à savoir, hey, c'est comme une dépendance. On a Vincent avec nous, puis là, on a besoin de le retrouver. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Donc, on va poursuivre directement. Pas d'introduction pour cet épisode-là, parce qu'on a encore beaucoup de questions. Donc, je me relance tout de suite dans les questions. Je salue Vincent et François, là, toujours en forme. Yes. Présent, excellent. Yes. On se lance direct. Donc, une question de Sandra qui posait, puis Vincent a porté un petit peu un commentaire dans le dernier épisode. Est-ce que les formations, l'adhésion au Club des initiés, les abonnements, les frais comme TradingView peuvent être reconnus comme des dépenses pour les impôts si on transige comme un non-professionnel ayant un emploi à temps plein? Si oui, quelles sont les autres dépenses admissibles? Donc, il y a toujours deux distinctions là, en frais de dépenses. C'est à savoir à qui est utile la dépense. On parle beaucoup des formations. Entre autres, François fait des formations. Les formations, ils servent à qui? Ils ne servent pas au profit qu'on a réalisé sur la transaction. Ils servent à l'individu. C'est l'individu qui apprend quelque chose. Donc, ça, c'est pas une dépense qui est déductible, c'est de l'apprentissage. On pourrait la déduire, mais là, il faudrait mettre un avantage. À cause que plus tard, il y en a qui me parlent de sociétés incorporées puis de personnel. On pourrait la mettre dans la ligne pour la déduire dans la société incorporée, mais il faudrait mettre un avantage imposable à l'individu qui a suivi la formation. C'est au même titre que quand moi j'étais à l'université, c'est qui a tiré un profit d'apprendre la fiscalité? C'est moi, tu sais. Ça fait que je n'ai pas déduit mes frais sur mes revenus de fiscaliste aujourd'hui. Ça fait vraiment là, deux distinctions. Quand on va parler de formation, c'est non déductible. Après ça, les autres dépenses... Ça m'amène une question, Vincent, je m'excuse de couper avant que tu aies dans les autres, parce que la formation, moi, j'avais cru comprendre, il y avait une subtilité, c'est-à-dire que si je veux développer une nouvelle compétence, c'est un peu comme quand on va à l'école. Donc là, c'est pas déductible. La façon dont moi, je l'avais compris, c'est de la formation continue, tu sais, un petit webinaire de 2 heures pour, dans le fond, affiner notre compétence ou dans un domaine où on est déjà. Est-ce que c'est pareil dans ce cas-là? Ou mon réflexe, c'est de dire oui, mais c'est plus... tu aurais de l'espace à argumenter avec ton vérificateur. Moi, je préfère de tracer la ligne à dire tout ce qui est formation personnelle, on ne prend pas le risque, on ne déduit pas. Et toutes les autres dépenses, que ce soit les frais récurrents, entre autres, c'est surtout ces frais-là, l'adhésion au club des initiés qui est récurrent, les frais de plateforme, les frais Internet, tous les frais qui sont directement liés au trading, ton ordinateur, vos multiples écrans, tous ces frais qui sont directement liés au trading, que ce soit sous forme de gain capital ou sous forme de revenus d'entreprise, ils sont déductibles. On me demandait, si moi je vais en gain capital, c'est-tu déductible? Oui, c'est déductible à l'encontre de l'ensemble de tes gains. Je ne sais pas si tu as fait 25 000 de gain capital dans ton année, tu viens déduire tes frais de plateforme, tout ça, à l'encontre de ton gain. Okay. Les frais d'intérêt aussi, le plus classique qu'on voit là, pour les traders, c'est qu'ils vont avoir des frais d'intérêt. Parce qu'on transige beaucoup sur marge. Ça fait qu'on va avoir, fin de l'année, notre institution financière et ou notre plateforme vous envoie un rapport. J'imagine eBay vous envoie un rapport aussi là, de qu'est-ce que ça va vous coûter dans l'année. Ça, c'est déductible sans aucun souci. OK. Bon, donc c'est ça. Puis en plus, tu parlais d'Internet. Tu peux même avoir une portion de ton logis au pied carré parce que tu as mis un bureau. C'est quand même très avantageux, mais je trouve de pouvoir faire ça dans la vie, d'avoir accès à ça. Là, tu vois la nuance, là, puis c'est là qu'il faut, à quelque part, être gros bon sens. Là. Si tu commences à vouloir déduire une partie de ta maison, de ton bureau, c'est comme je pense à François, que j'ai déjà vu son bureau, justement, puis à déduire une partie de ton électricité, une partie de toutes tes dépenses de vie en lien avec ton trading. Là, tu viens de rajouter une couche. Qu'est-ce qu'on disait dans l'autre épisode sur le revenu d'entreprise. Revenu d'entreprise.
Ouais. Là, tu es en train de te commettre de dire, ben, regarde, moi, je déduis pratiquement toutes mes dépenses que j'ai pour le trading, une partie de mon hypothèque, une partie, tu sais. Là, tu commences à vraiment là, à pas t'aider là, dans le sens d'aller dans le revenu d'entreprise. C'est ça, tu es en train de dire que tu fais ça temps plein. Là. Exact. Fait que, c'est pour ça qu'aller dans les frais de la maison, là, moi, je ne toucherais pas à ça. Personnellement, ouais, c'est ça, c'est nos coches. C'est comme moi, je disais, j'ai des revenus que, malgré que je suis actif sur le groupe là, des initiés et tout ça, puis je fais pas mal plus du swing trading, ben, les revenus que je génère, je rentre plus d'argent comme fiscaliste. Là, je vous rassure, les membres du type des initiés, si vous pensez que je me mets milliardaire avec le trading, c'est pas le cas. C'est beaucoup plus la fiscalité de mon revenu. Je vais prendre le gain de capital, moi. Mais je déduis pas mes frais de maison et tout ça. Là. Je déduis mes frais de plateforme, mes intérêts. C'est pas mal ça. OK. Donc, le scénario idéal, monsieur, pour quelqu'un qui n'est pas incorporé, c'est que tu es déjà travailleur autonome. Fait que là, tu as accès au meilleur des deux mondes. Ça serait ça le scénario idéal. En effet. Quand tu es incorporé, ben là, tu as répondu quand même là, par rapport à si c'est un gain en capital ou pas, c'est quoi la mécanique de tout ça. Fait que je trouve que ta réponse est quand même assez claire. Mais soyez prudent et réfléchissez, dans le fond, avant de faire un move. C'est ça que ça veut dire ici. Mais quand tu es rendu incorporé, si tu es incorporé, là, c'est que tu as deux raisons de l'être. C'est un, tu veux faire ça de façon professionnelle. Parce que pour s'incorporer, ça vient avec des frais. C'est que généralement, la personne, quand elle s'incorpore, là, elle va y aller dans le revenu d'entreprise. Déjà que j'ai dit que ça coûtait moins cher en impôt. Et l'autre solution, c'est que société de gestion, on s'entend généralement dans ta société de gestion, tu vas avoir d'autres choses que les sous que tu gères. Là. Tu risques d'avoir des actions d'inopérantes, tu risques d'avoir peut-être une terre à boire, peut-être d'autres éléments. Tu sais, tes dépenses, il y a plus un grand inventaire qui va se déduire dans un. Sinon, une petite question rapide, là, ça revient souvent dans le groupe. Moi, j'ai donné ma réponse, là, mais souvent, le monde, ils disent à partir de combien il faut s'incorporer? La fameuse question. En argent, tout le temps, en premier, commence par faire de l'argent avec du trading, puis après ça, ça viendra. Mais on le sait, là, s'incorporer, puis ouvrir, il y a des frais, puis un comptable de compagnie, c'est souvent pas le même montant. Il faut prévoir peut-être, dépendamment, là, au moins 5 000, là, peut-être de frais, ça peut aller quasiment jusqu'à 10 000, dépendamment de notre structure. Mais moi, je dis tout le temps aux gens, si tu ne penses pas faire 100 000 par année, ça vaut peut-être pas la peine. Puis même encore là, 100 000, si tu as besoin de 100 % de ton revenu, bien, tu te le donnes en salaire, là, ça ne vaut peut-être pas non plus la peine. C'est surtout quand on a des excédents. Là. Quelqu'un qui fait 100 000, mais qui a juste besoin, on va dire, de 75 000 pour vivre, mais le 25 000, il peut le laisser en compagnie, puis être imposé au petit taux, puis faire d'autres trucs avec. Mais tu sais, je sais qu'il n'y a pas de chiffre magique, mais à partir de quel montant environ on juge peut-être important de s'incorporer? Tu l'as mentionné, en fait, c'est pas tant un montant que le rythme de vie. Oui, hein, c'est finalement, c'est ça, quand je m'écoutais parler, c'est surtout ça. Là, c'est si tu n'as pas besoin de 100 % de ton revenu, c'est peut-être là que ça vaut la peine. Exact, parce que, tu sais, moi, je vais faire une comparaison avec des médecins. Les médecins, ils ont des revenus très élevés. Les médecins, les spécialistes, ça commence à 500 000. Donc, pour eux, l'incorporation, on va dire, bien, l'incorporation est géniale, mais si le médecin dépense 500 000, l'incorporation est complètement inutile. Le trading, c'est incorporé versus personnel, c'est exactement le même principe. Mais encore là, la personne pourrait se le donner, puis il ne profiterait pas de certains trucs. Là, il pourrait se le donner en dividende. Mais encore là, il ne pourrait pas avoir les avantages de se le donner en salaire. Mais encore là, tu parles du médecin qui pourrait se donner 500 000 $, il peut se le donner en dividende. C'est moins imposable qu'un salaire, mais il ne pourrait pas cotiser à RCI. L'un dans l'autre, c'est quasiment pareil. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant dans l'incorporation, c'est toujours de se dire, ben, est-ce que je vais en économiser pour le futur? Parce que l'impôt, c'est ça en réalité, c'est juste du report de l'imposition dans le temps que la ligne permet. C'est de dire, ben, comme tu as dit, je vais faire 100 000, mais je vais m'imposer pour vivre sur 75 et le 25, ben, je vais générer un taux d'impôt qui est moindre. Fait que là, c'est intéressant. Tu mentionnes à partir de quel moment, ben,
passer un rythme de vie, tu sais, plus le rythme de vie est bas, plus l'avantage de l'incorporation est élevé. Fait que, tu sais, c'est vraiment là une affaire de quelqu'un qui réussit à vivre avec peu, en fait, va être plus avantagé. À l'inverse, plus que le rythme de vie augmente, moins l'avantage est grand. Fait que c'est pour ça que les gens qui, mettons, ont un rythme de vie de 150 200 000, là, personnel, sur ton trading, là, ça va revenir pratiquement au même. Personne qui est capable de vivre avec comme 60 000, 75 000, c'est un beau chiffre. Tu sais. Capable de vivre avec ça, ben là, personnellement, tu as des taux d'impôt qui sont quand même très respectables, selon moi. Puis, ben, tu peux laisser tes profits dans la compagnie puis les faire vivre. Ben, aussi, ça dépend de la qualité du trader. Bon, voir François, si le trader il tape des circuits à toutes les fois, ben là, ça rentre en ligne de aussi. Mais bref, tu résumes bien, là, ça va, puis j'aime bien ce que tu as dit, là, ça marche avec ton train de vie. Moi, j'ai un peu que j'ai accroché sur ce que tu as dit, monte les frais. Parce que, tu sais, je vais vous admettre, on parlait tantôt hors ligne du manque de personnel, tout ça, ben, la comptabilité et la fiscalité est un domaine qui est très touché. Malheureusement, ben, on monte nos tarifs pour épurer notre clientèle parce qu'on a trop de clients qu'on n'est plus capable de les servir. Donc, c'est ça, en compagnie, là, j'avais parlé de 5 000, mais c'est entre 5 et 10, puis ça peut frôler le 10 en compagnie. Fait que c'est quand même quelqu'un, mettons, tu fais 100 000 tu dis que tu vas passer entre 5 et 10 de ta paye, de ton salaire, juste en frais divers. Donc, c'était quand même à considérer. Là. Puis même si tu as une année où tu es négatif, tu vas les avoir pareil. Oui. L'autre situation que je verrais, ben, quelqu'un qui a déjà un emploi, puis que là, il trade, puis ça va bien, puis là, ça se rajoute par-dessus son revenu d'emploi. Fait qu'il pourrait dire, ben, mon but, c'est de le laisser dans ma compagnie là, tout le temps. Exact. C'est les cas les plus classiques parce que je parle aux gens qui ont des bons salaires. Là, quand personnellement, tu es déjà dans 200 000, là, puis ton REER, ton CELI est maximisé, tu peux te créer un compte personnel, un compte cash, qu'on appelle. Mais c'est sûr qu'à toutes les fois que tu vas recevoir ton T5 à la fin de l'année ou tu vas faire tes gains capital, il coûte cher. Il y a un truc, si tu ne maximises pas toutes tes contributions au REER, ben, tu prends ton gain que tu as fait, tu le mets dans ton REER, puis l'effet s'annule. Là. Si tu as fait, je ne sais pas, 10 000 de gain capital personnel, tu n'as pas mis ton REER, ben, tu prends le 10 000 puis tu le mets dans ton REER. L'effet sur tes impôts est nul. Mais généralement, ces gens-là, c'est que tout est déjà maximisé. Là, ça fait qu'ils vont se partir une ligne sur le côté. Mais dites-vous qu'il y a des frais. Donc, chaque chose en son temps, puis on n'est pas obligé de commencer tout de suite avec une compagnie, autrement dit. Bref, un comptable ou un fiscaliste, c'est un peu comme le casino. Il perd jamais. Non, ça perd jamais. Il perd jamais. OK. OK, prochaine question, ça vous va? Oui, on poursuit. Oui, parfait. Donc, une question d'Anthony, quand même assez longue, mais quand même détaillée, puis j'avais le feeling que ça allait amener une belle discussion. Anthony demande, il y a souvent un débat CELI versus REER, lequel prioriser? Je me souviens que tu en avais parlé l'année passée, là, mais vous avez déjà parlé d'une option intéressante. Bien, il explique. Vous avez déjà parlé d'une option intéressante de prioriser le REER pour ensuite mettre le retour d'impôt dans le CELI, ce qui est super intéressant. Par contre, j'aimerais savoir s'il existe un chiffre ou un range, entre guillemets, approximatif dans lequel on devrait prioriser le CELI ou le REER. Exemple, une personne vivant seule fait 50 000 par année, alors elle devrait prioriser le CELI. Évidemment, il y a beaucoup de facteurs en jeu, dont le salaire plus le décaissement à la retraite, mais a-t-on un montant approximatif à considérer ou façon de calculer le compte enregistré qui serait le mieux à prioriser? Okay, bon, là, tu parlais de mode bébé à Anthony dans cette question-là. Non, c'est moi qui ai répondu, ça dépend, c'était en mode bébé. Ouais. Puis, c'est une bonne question, puis malheureusement, la réponse officielle d'un bon comptable, d'un bon fiscaliste, il vous dirait « ça dépend ». Exact. Je vais essayer de dire c'est quoi les facteurs de ça dépend. Premièrement, là, Anthony, tu as oublié que pour les jeunes qui n'ont pas de maison encore, le meilleur compte de tous les comptes, c'est le nouveau compte, le CELIAP. Pourquoi? Parce qu'il donne la déduction du REER, puis il donne le régime du CELI quand tu le ressors. Fait que c'est magnifique. Il te permet d'aller chercher ton capital pour acheter ta première maison.
Donc, c'est quand même 8 000 je crois que les gens ont le droit. Donc, c'est sûr que ton premier 8 000, quand tu n'as pas de maison, tu ne poses même plus la question. Tu le mets dans le CELIAP. Ça c'est clair. Là, puis, je me prononce, c'est mon opinion personnelle. C'est pas celle de la communauté fiscale de mon cabinet, mais c'est pour une personne qui n'a pas de maison, qui a été mis sur place par le gouvernement. Après ça, le salaire a tendance à augmenter au fil du temps. Donc, c'est sûr que nos contributions REER, si on veut les reporter, c'est quand même avantageux si on se dit qu'on va avoir la capacité de les utiliser à un taux plus élevé dans le futur. C'est sûr que si on veut acheter une propriété, ben on a le droit, le RAP existe en plus du CELIAP, donc il faut quand même en mettre dans le REER. Moi, je pense que le mieux, c'est aussi de regarder notre tolérance à l'impôt. Parce que à 50 000 Anthony, tu as un taux d'imposition qui doit être dans les alentours de 35 %. Si toi, tu dis, ben, c'est correct, 35 %, tu es venu maximiser le CELI à cause que tu es correct de payer du 35 % d'impôt. Si tu trouves que c'est trop élevé, ben, chaque dollar que tu vas mettre va te rapporter 35 cents. Et là, si tu as des revenus qui sont à une braquette qui est supérieure, par exemple 42 % ou 45 %, ben là, chaque dollar que tu mets te rapporte 45 cents de retour d'impôt. C'est un rendement qui est immédiat. C'est sûr que plus que le revenu augmente, plus qu'on va tendre vers le REER. Là-dessus, bonne source d'information, ce serait le CQFF, donc le Centre de formation en fiscalité au Québec. À toutes les années, ils sortent les tables d'imposition. Google les retrouve très bien. Donc, une bonne recherche de taux d'imposition Québec, généralement, ça va être le premier lien qui va sortir, ça va être le CQFF. Là, tu le sais, si tu as eu ton T4 dernièrement, ben, tu sais que chaque dollar que tu vas mettre, tu vois la ligne de ton taux d'imposition, chaque dollar va te rapporter plus en le mettant dans ton REER. Qu'est-ce qu'on mentionnait? Ben, c'est simplement, si moi, j'ai mis, je ne sais pas, 10 000 dans mon REER, je reçois un remboursement d'impôt, puis j'ai un taux d'imposition de 45 %, ça va être grosso modo 4 500 que les gouvernements vont me retourner. Je le prends, puis je le mettais dans le CELI. C'est ça qu'on disait. Aussi, ben, tu peux décaisser des CELI pour prendre ton REER. Tu peux, mais la règle du pouce, là, c'est de dire, ben, quels dollars que je peux éliminer qui sont imposés au taux plus élevé selon ma tolérance là, à l'impôt. Oui, très intéressant. Ou si tu anticipes, mettons, tu sais que l'année prochaine, tu as une grande promotion dans ta job, que tu vas doubler ton revenu, ben, tu ne prends peut-être pas tes REER tout de suite, là, parce que tu as tes droits de cotisation. Là, je pense que je n'avais parlé à la première séance dans les premiers podcasts, pas ceux de l'année dernière, l'autre d'avant. Moi, j'avais regardé quand j'étais sorti de l'école, le RAP, comment que ça coûte. Versus, nous, les fiscalistes, je dirais, on sort de l'école, on se fait exploiter. Donc, on a des revenus qui sont vraiment faibles. Mais si moindrement tu es allumé, tes revenus augmentent vraiment vite. Le RAP, c'est remboursable sur 15 ans. Mais tu sais, quand on met des REER pour le rembourser, et on n'a pas le droit à la déduction. Si tu fais le flux monétaire de ça, tu augmentes le revenu beaucoup, ben, tu réalises que RAPé, en fait, tu te fais avoir. Parce que les cotisations que tu perds quand tu le rembourses ont une plus grande valeur que le retrait RAP en date d'aujourd'hui. Mais c'est sûr que quand tu es jeune et tu veux t'acheter une maison, tu ne l'as pas le 25 000, ça fait que tu le prends. Mais moi, c'est rendu 35, mais moi, à l'époque, c'était 25 000. OK. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, je pense que ça répond bien. Là, on est presque à la fin du deuxième épisode. Je vais terminer avec une question qui était en lien, que quelqu'un répondait à Anthony, le Benoît. Puis, je ne sais pas si ça a un lien tant que ça avec la fiscalité, mais moi, personnellement, moi, ça en a un lien avec moi. Donc, la personne demande, il disait, je rajouterais, rembourser son hypothèque en premier, ou, là, ce que je conclus, c'est garder son argent pour investir. C'est ce que je conclus, parce qu'il demandait juste rembourser son hypothèque en premier. Mais est-ce qu'on est mieux de rembourser notre hypothèque ou de garder notre argent pour investir? Là, on peut parler à François aussi. Vincent, vos opinions?
on fait le lien avec le REER. Le REER, là, tu as un retour sur investissement qui est important. Selon moi, le remboursement d'impôts là, qu'ils te donnent, là, c'est un rendement garanti. Hein? Ouais. Ça part mieux qu'un CPG. Exact. Le gouvernement ne fera jamais faillite. Exact. Si ton 1 000 qui est investi dans ton REER te donne 35 ou 40 tu bats ton hypothèque, là, je te le confirme. Là, après ça, exact. Ça dépend du rendement que tu obtiens. François va te dire, bien sûr, dans le SP 500, tu vas faire 9 Si ton hypothèque est moins 1%, ouais, mais la question remboursée, ouais, je suis pas la bonne personne à répondre à ça, mais je peux donner la question, tu sais, investir en bourse, REER, CELI ou rembourser son hypothèque. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents et puis on m'a toujours dit, quand tu n'as pas de dette, tu es riche. Donc, mon premier réflexe a été, malgré que ça aurait été plus payant d'investir en bourse, moi, quand j'ai eu la chance, j'ai payé mon hypothèque tout de suite. Moi, pour avoir de dette, je me sens plus léger. Je ne sais pas pour vous, mais tu sais, quand généralement on n'a pas de dette, on dit, Colin, chaque dollar qui rentre est à nous. Mais je le sais, là, on le voit là, dans les dernières années avec les taux d'intérêt qu'on avait, là, 1, 2, 3 même 4 Puis les rendements de la bourse, c'était peut-être plus judicieux d'investir en bourse, mais encore là, c'est une question de, je ne veux pas dire de talent, mais c'est une question de savoir combien de rendements qu'on peut rapporter. Là. Mais bref, personnellement, moi, j'aime mieux ne pas avoir de dette. Je dors mieux la nuit. Donc, c'est ça. Mais sinon, on parlait tantôt REER ou CELI en premier. Moi, j'ai bien aimé, puis je le donne souvent, je le cite souvent en exemple un peu. On l'a parlé dans l'autre podcast. Vincent avait parlé de mettre l'argent dans le CELI, puis avec le retour, on le met dans le... mettre l'argent dans le REER, et puis avec le retour, on le met dans le CELI. Moi, j'aimais l'idée. Donc, c'est souvent ça que je propose aux gens. Là. Mais encore là, Vincent a très bien expliqué là, qu'est-ce qui était mieux selon notre salaire. Là. Mais bref, encore là, pour répondre à la question de Patrick, ça résume bien. Hein? Si on est capable de faire plus de rendement que notre hypothèque, poser la question, c'est y répondre. Puis moi, quand je lis les livres là, sur le succès du trading, partout, c'est écrit que quand tu n'as pas de dette, tu es un meilleur trader parce que tu n'as pas de pression. C'est ça. Exactement. Tu n'as pas de pression. That's it. C'est ça. Mais là, c'est comme un dilemme parce que tu dis l'exemple, tu as une compagnie, ton fonds est là-dedans. Si tu veux clairer ton hypothèque, il faut que tu sortes l'argent de ta compagnie. Fait que la facture d'impôt est tellement énorme que c'est très difficile à accepter, mettons, comme... Moi, quand j'ai payé mon hypothèque, là, livre ouvert, là, la dernière batch d'hypothèque, c'était 255 000 $. Je m'en souviendrai toujours. Quand j'ai écrit le chèque, là, ça l'a fait mal, mais ça a fait mal 2 secondes. Après ça, ça passe, puis on passe à un autre appel. OK. Non, ben, ton exemple est totalement différent. Là. Parce que là, toi tu c'est la composante impôt. Là. Et ça, c'est la technique d'investir. C'est ça. C'est pour ça que je faisais le lien avec l'impôt par rapport à la question, parce qu'au départ, payer son hypothèque ou investir, ça n'a pas rapport avec l'impôt, mais quand tu rentres le facteur impôt, ça change toute la patente. Moi, je parlais avec de l'argent net d'impôt. Tu parles de l'argent avant impôt. C'est ça. Ça, avant impôt, exact. C'est très rare. Puis François a raison, parce que c'est vraiment une conception que chaque personne, chaque individu est différent. À notre cabinet, on est spécialisé dans la santé, puis on a vraiment beaucoup de médecins. Puis les médecins, je vous annonce, sont bons en médecine, ils sont pourris en chiffres. Puis eux, ils veulent toute la payer, leur maison. C'est qu'ils ont ce concept-là dans la tête, eux autres, de si j'ai plus de dette personnelle, après ça, je fais qu'est-ce que je veux. Ils vont être prêts à faire qu'est-ce que Pat propose, de dire, je vais le sortir de la compagnie, là, puis il m'a payé mon impôt, puis il m'a accéléré l'hypothèque parce que je veux vivre libre de dette. C'est bon. Comme François a fait. Même chose. Une fois que tu n'as pas de dette, là, moi, l'auto payé, maison payée, ça fait du loisir pas mal, là. Puis il y en a d'autres qui rentrent pour investir, là, je veux dire, là. Mais bon, on va dire ce sujet-là. C'est ça. Mais ça vous appartient. Résumé, peu importe, là, le monde peut dire n'importe quoi, mais je maintiens ce que je dis, puis le monde, ils vont le réaliser ou ils le réalisent. Quand tu n'as pas de dette, tout est plus léger. Quelqu'un qui n'a pas de dette, on se sent mieux, je crois, dans nos investissements, nos décisions.
l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là. Fait que si on a des dettes, je ne parle pas d'avoir une petite hypothèque, là, mais avoir des dettes, ça ne nous libère pas l'esprit. Exact. Alors, ça conclut bien l'épisode. On va prendre une autre pause. On va se retrouver dans une semaine encore avec la suite. Très fascinant. Encore une fois, bien des petites subtilités qui vont nous servir, en autant qu'on fasse quelque chose avec, bien sûr. Donc, prenez le temps d'y réfléchir, de voir ce qui cadre avec votre réalité, puis de voir comment vous pouvez optimiser de votre côté votre fiscalité. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve vendredi prochain avec la suite avec nos deux amis. Bon trading.